Salut à tous, vous écoutez MCU Talk, le podcast de Marvel Planet où on parle de cinéma et de télé. Avengers, Mutant, Runaways, pas de jaloux. Pendant que Basile est en vacances, Emily a répondu à l'appel pour débriefer Ant-Man and the Wasp et découvrir le Quantum Realm. Salut Emily. Salut Paula, bonjour à tous. On commence tout de suite les news et les news télé et on commence avec Netflix. Le tournage de la saison 3 de Jessica Jones a commencé. On savait que Kristen Ritter allait réaliser au moins un épisode et en fait c'est en cours, elle est bien en train de réaliser. Donc on ne sait pas exactement ce qu'elle réalise mais elle nous montre des photos où elle est derrière la caméra et elle est plutôt contente. En tout cas, ce qu'on sait qu'il y a dans cet épisode, il y a Trish Walker qui est en train de tester ses nouvelles capacités physiques. Si vous vous souvenez bien de la fin de la saison 2, on sait que l'injection qu'avait Trish Walker lui aurait donné des gros réflexes, parce qu'elle avait rattrapé quelque chose, son portable je crois, avec son pied, et c'était assez impressionnant. Donc est-ce que ça veut dire que Hellcat est enfin au casting ? Mystère. On passe à Luke Cage saison 2, donc la saison 2 est disponible depuis fin juin sur Netflix, on va pas en parler maintenant, on en reparlera très prochainement, on attendra aussi notamment Basile parce que tu n'as pas vu. Non. Voilà, donc on pose la question à chaque épisode et non, toujours pas. Non, toujours pas. Hein. Donc on attendra le retour de Basile pour en parler. Et on attendra aussi le retour de Basile, je pense, parce qu'en même temps, on parlera très certainement de la saison 2 de Iron Fist. Ça y est, on a une date, et c'est à partir du 7 septembre qu'on pourra voir les 13 nouveaux épisodes de Iron Fist. Le mec qui a le point d'acier de Kunlun, défendeur de Kunlun, défonceur d'un dragon et je ne sais plus quoi. Je plaisante parce que peut-être qu'il sera intéressant, en tout cas on l'espère. Et quitte à avoir vraiment une raison de regarder la saison 2, sachez qu'il y aura Misty Knight au casting, et ça c'est cool. Et Basile, il va être content parce que cette semaine commence le tournage de la saison 6 de Agent of S.H.I.E.L.D. Ouais, je sais même pas en fait s'il va vraiment la regarder cette saison 6. En tout cas, la saison 6 est prévue pour l'été prochain. Et en tout cas, la première saison de Cloak and Dagger, nous on l'a toujours pas vue. Mais apparemment ça plaît puisque la série est renouvelée pour une deuxième saison. Sinon, en parlant de tournage, Runaways saison 2, le tournage est en train de se passer. Les actrices et les acteurs partagent beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Et on voit les parents rester entre eux et les enfants entre eux. Je trouve ça assez mignon de voir. Enfin, c'est pas dérangeant qu'ils soient pas mélangés, mais que même les parents, c'est une vraie communauté, oui. Ils passent beaucoup de temps ensemble, comme les ados, ils passaient beaucoup de temps ensemble. Deux groupes de potes. Ouais. Il y a une vraie complicité, ça se voit. On a vu aussi beaucoup de scènes de nuit qui semblent être au programme. Le casting a passé une semaine de tournage de nuit et tout le monde semblait un peu au bout de sa vie, très très fatigué à la fin de la semaine. T'as vu leur story où ils se couchaient à 5h du matin, ils se réveillaient... Non mais tu m'en as parlé. Ils se couchaient à 5h du matin, ils en pouvaient plus. Ouais. C'était un tournage éprouvant. Ouais. Mais c'est mignon parce qu'ils font tout ça en groupe. Oui. En tout cas, on ne parle pas là de tournage, mais on parle de trailer, parce que pendant la SDCC, Gifted saison 2 a dévoilé son nouveau trailer. Donc la saison 2 commencera sur Fox le 25 septembre, et je dois avouer que même si la saison 1 m'avait un petit peu... m'avait laissé un peu mi-figue, mi-raisin, même pas, enfin bref. Punaise, le trailer, il me donne grave envie. Moi, j'ai pas vu la première saison et je viens de voir le trailer de la saison 2 et j'ai très envie de commencer. Ah ouais, non mais là, dans la saison 2, tous les X-Men, enfin tous les mutants vont se taper dessus. Et de la bagarre, ils promettent de la bagarre. Ah, ils promettent de la bagarre, mais à tout va. Et oui, mais oui. Oui, battez-vous, du sang. Battez-vous. On finit les news télé avec un petit point sur les Emmy Awards. Sachez qu'il y a eu pas mal de nominations, et surtout du côté des séries Netflix. Alors, pour faire très vite, Sean Connery a été nommé meilleur compositeur dans sa catégorie et il est à l'orchestration même de l'OST de la saison 2 de Jessica Jones. Pour The Defenders, la nomination va à John
qui en tant que meilleur compositeur de musique de générique. Punisher saison 1 n'est pas en reste parce que Tom Williams est nommé dans la catégorie du meilleur cascadeur. Et pour finir, Légion est aussi nommé et c'est Dana Gonzalez, donc le directeur de la photographie, qui lui a droit à sa petite nomination dans sa catégorie. On passe au cinéma ? Oui, donc on passe au cinéma avec le titre du prochain Spider-Man qu'on connaît enfin. Ce sera Spider-Man Far From Home. Donc ça va être plutôt logique avec le titre, mais il se dit que dans ce film, Peter Parker va quitter son quartier et se rendre même dans d'autres pays, tels que l'Angleterre, pourquoi pas. Et en fait, là, le tournage a déjà commencé et ça se passe bien en Angleterre. Est-ce que ça se passe complètement en Angleterre ? Il paraîtrait, j'ai vu un truc comme quoi il y avait aussi l'Italie au programme, donc on sait pas. Tour de l'Europe. Un petit tour de l'Europe. Une virée à deux. Histoire de se remettre du décès de Tony Stark qui aura lieu dans Avengers 4. Si on parlait maintenant du MCU et je sais pas moi, genre de Captain Marvel. Mais qui est Captain Marvel ? Qui est Captain Marvel ? Alors, plus sérieusement, donc le tournage est terminé, je crois que maintenant ça fait 15 jours qu'il est terminé, il y a quand même eu 75 jours de travail, donc c'est sur toute la durée, mais ça a vraiment duré 75 jours. On a commencé à avoir des premiers visuels promo en fait qui étaient liés à la SDCC qui s'est passé donc le week-end dernier, et les visuels promo montrent le costume rouge et bleu. Donc est-ce que ça veut dire que vraiment dans le film le costume sera rouge et bleu, ou est-ce que c'est juste pour... Parce que là, à l'heure actuelle, dans les comics, le costume est rouge et bleu, les gens la connaissent en rouge et bleu, donc on va coller du rouge et bleu. Donc il y a un peu, moi, c'est cette question de est-ce que c'est pour le film ou est-ce que c'est juste pour coller au comics et aller au plus simple. Voilà, on n'en sait rien. Selon IMDb, Chukwumudu sera au casting donc pour un rôle inconnu, et vous le connaissez peut-être parce qu'il joue Ago dans Game of Thrones. Alors moi... Certes, j'ai vu des photos, je fais « Ah ouais, c'est vrai, j'ai vu dans Game of Thrones », mais alors, je sais pas du tout qui c'est. Hein. De toute façon, si t'es pas Daenerys Targaryen ou Jon Snow, on ne sait pas. On ne sait pas, donc voilà. Feige aussi s'est exprimé sur le pourquoi du comment le film se passe dans les années 90. Et j'aime beaucoup son explication, alors je vais vous la partager. Parce que on n'a encore pas montré la période des années 90 dans le MCU. Et du coup, qu'elle permet d'explorer des nouvelles choses, notamment coller à l'esthétique des films d'action des années 90 et montrer aussi Nick Fury évoluer dans cet environnement. Alors, c'est vrai, on n'a pas vu les années 90, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de montrer les années 90 ? Je sais pas. Par contre, si ils veulent vraiment coller à l'esthétique des films d'action des années 90, donc si je dis pas de conneries, genre Le Piège de Cristal, ça... Je sais pas. J'ai un peu peur. Moi, j'ai peur d'un point de vue fashion, pour faire un petit point mode des années 90. Ça risque de piquer un petit peu. Non, elle a un joli t-shirt des Guns N' Roses du premier album des années 87. C'est pour ça que l'autre fois... Ils prennent le côté punk des années 90, on est d'accord. On oublie les Spice Girls et les Worlds Apart. Non, alors les photos de tournage qu'on a vues où elle est habillée, elle est soit en t-shirt, enfin elle est en t-shirt, elle est en jean et elle a des espèces de bottines. Genre un cosplay ultra facile. Oui. Et oui, je vais acheter le t-shirt des Guns N' Roses. C'est pour ça aussi que j'ai écouté les Guns N' Roses. Et que tu disais, mais de toute façon, tu connais pas les Guns N' Roses. J'ai écouté. Et donc voilà. Donc, ouais. Bon, on verra bien. En tout cas, je pense que juste justifier que ça se passe dans les années 90, c'est pas vraiment nécessaire d'être justifié. Et il a dit ça, mais peu importe. Ce qu'ils veulent. Et Kevin Feige a aussi dit qu'on aurait le trailer d'ici la fin de l'année. Waouh, chambé, tu parles d'une révélation. Parce qu'en fait, il faut quand même pas se mentir, mais toute la communication des films chez Marvel Studios est quand même ultra millimétrée entre le temps entre le premier trailer et le deuxième trailer et la sortie du film. Je vous ai fait tout un article sur ça sur le site, qu'on vous mettra évidemment dans les liens et que vous pourrez aller chercher, mais de manière assez simple, voilà comment je vois la chronologie des choses. En septembre, voire octobre, mais surtout septembre, on verra le premier trailer de Captain Marvel. En novembre, on verra le teaser de Avengers 4 et révélation du titre. En janvier 2019, on verra le deuxième trailer de Captain Marvel, parce que le 8 mars 2019 sort Captain Marvel. Ça veut dire que fin mars, on aura le deuxième trailer de Avengers 4, et le 3 mai donc 2019, nous aurons la sortie de Avengers 4. Voilà, en fait, c'est parce qu'il y a toujours les mêmes... En fait, pour un film, le premier trailer, il sort toujours 7 mois avant la sortie du film, notamment pour les films dont c'est une nouvelle franchise.
Et Avengers 4, lui, ne rentre pas en fait dans cette logique qui a été le cas jusqu'à présent. Et je vois qu'Avengers 4, pour moi, va plus se coller comme Avengers 3. Mais c'est pas grave si vous n'aimez pas les maths, parce qu'il y a tout ça dans l'article. Et voilà. Donc en gros, voilà ce que ça va donner. Et finalement, c'est pas assez déconnant comme théorie que j'avais faite, parce que après, Kevin Feige a aussi continué ses déclarations. Et il disait qu'il faudra attendre les annonces faites sur Captain Marvel, vraiment pour se concentrer que tout le monde pense à Captain Marvel, et après, on aura l'annonce du titre de Avengers 4. En tout cas, la promo de Avengers 4 a plus ou moins commencé, donc aussi avec des visuels dont on ne sait pas trop s'ils sont fidèles ou pas, et qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, on a vu Captain America sans barbe. Moi, je trouve ça bien. Non. Enfin, oui, non. Non, c'est chacun team pas barbe, team barbe. Team barbe. En tout cas, et en plus les cheveux, bref, peu importe. On a vu Hulk avec une espèce de combinaison. Tu sais, c'est une espèce de, genre, un truc ultra moulant, mais ça fait un peu combinaison armure. Ce qui, moi, m'a fait un peu penser à Hulking dans les comics, et Hulking n'est pas le fils de Hulk. Et est-ce que cette combinaison ne serait pas une création de Stark, voire de Shuri, parce que, pour rappel, on ne sait pas si Shuri, même, pardon, est morte ou pas, et je pense qu'elle n'est pas morte, pour protéger Hulk, et en fait pour le rassurer en lui disant oui, tu peux aller te battre face à Thanos parce que tu as cette combinaison-là. Voilà. Et sinon, attention, spoiler! Si vous voulez rien savoir sur Avengers 4, revenez dans une minute. Tom Holland, qu'on aime bien Tom Holland parce qu'il fait toujours des petites blagues et qu'il balance toujours des trucs, dans une interview, il a dit ah oui, en fait, Benedict Cumberbatch, il avait une longue tirade à faire en tant que Doctor Strange sur le tournage de Avengers 4, et il y avait un mot qui revenait assez souvent, comme tout game. Voilà. Ah bon. Genre on le savait pas. Le truc de la fait. Genre, comme si ça fait genre pas du tout partie de nos théories. Voilà. C'est bon, on a fini le spoiler qui en vrai n'en est pas tant. Et en parlant de Doctor Strange, Kevin Feige a dit que le film, donc Doctor Strange 2, serait l'un des projets à venir. Ouais. C'est pas une grosse surprise. Voilà. Et Black Widow a trouvé sa réalisatrice. Yay! Il s'agit de Kate Shortland. Yay! On la connaît pour les films indés Lore et Berlin Syndrome avec Teresa Palmer. Le scénario, lui, va être écrit par Jack Schaffer, qui a déjà écrit le film Nasty Woman, prévu pour cette année avec Rebel Wilson et Anna Tawai. Et alors, je sais pas pour toi, mais moi, ce sont deux noms, aussi bien la réalisatrice que la scénariste, que je ne connais pas. Complètement inconnus. Après, c'est pas déconnant non plus de prendre des gens qu'on connaît pas, parce que, les frères Russo étaient pas spécialement connus au cinéma. Taika Waititi non plus, et James Gunn non plus. Et ça veut rien dire sur la qualité, de toute façon, on verra. Voilà. On verra ce que ça donne. On continue aussi dans les déclarations de Kevin Feige. Je pense que ça va devenir un nouveau sujet, la déclaration de Kevin Feige. On va faire un jingle. On va faire un jingle, la déclaration de Kevin Feige. Il a dit que oui, la phase 4 va présenter 2 personnages LGBTQ+. Donc il s'agirait d'un personnage qu'on a déjà vu, mais dont son orientation sexuelle sera confirmée. Et d'un nouveau personnage, donc pour le moment inédit. Lol. C'est gentil de faire une annonce sur ça, mais moi je m'en fous, je le veux en vrai. Et notamment, pourquoi ne pas l'avoir montré directement pour Valkyrie, parce que c'est bien gentil après de laisser Tessa Thompson faire « Oui, en fait le personnage de Valkyrie est bi, mais bon on a dû couper la scène parce que ça n'apportait pas grand chose, et puis en fait n'oublions pas qu'en Chine c'est pas très bien toléré de montrer ça, et que même s'ils auraient pu le couper, ça se serait su, hein. On vous rappelle peut-être pas le problème qu'il y avait eu avec La Belle et la Bête. Donc fais la déclaration que tu veux, mec, mais moi je veux un personnage qui ait du sens, qui serve à quelque chose. Si c'est juste pour dire elle embrasse des filles ou un garçon embrasse des garçons, et ça m'est égal. Oui, un personnage vide qui est juste une caution pour dire regardez, on a du LGBTQ+. Ouais. Non merci. Non merci. Certes, Basile n'est pas là, mais il a un petit mot pour vous. On fait une petite parenthèse business, rachat, caillasse, pépette, thune, oseille. En effet, on en sait plus de l'accord entre Disney et la Fox. Attention, la Cour de justice américaine a confirmé l'achat de la Fox par Disney, à condition que Disney vende 21 chaînes sportives et en même temps Comcast se retire du deal. Donc oui, ça veut bien dire que Disney va pouvoir récupérer toutes les licences cinéma de la Fox. Alors, il y a quand même un bémol, le temps que ça se mette en place, à mon avis, il va falloir attendre 3-4 ans. Donc rendez-vous en fait pour la phase 5 vers 2035 pour voir peut-être Wolverine à côté des Avengers de l'époque.
Bon, on s'est bien marré. On va peut-être un petit peu moins se marrer là maintenant dans la partie news. Et on va parler en fait de James Gunn. Au début, la première news que j'avais à vous dire pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'était « Hey, James Gunn a fini la première version de son histoire ». Donc il l'aurait donnée à Disney. Et ça veut bien dire que le tournage pourrait commencer fin de l'année ou début 2019. Les choses ne sont plus ça. Vous le savez très certainement, on l'a appris vendredi, mais Disney a renvoyé James Gunn à la suite d'un article écrit par Mike Cernovich dans lequel il déterrait des tweets écrits entre 2009 et 2012 par James Gunn, et ces tweets sont des blagues très douteuses, vraiment pas drôles, à nature pédophile. Donc, Alan Horn, le patron de Walt Disney, a annoncé via un communiqué que les propos tenus sur le compte Twitter de James et son comportement sont indéfendables et incompatibles avec les valeurs de nos studios. Nous avons mis fin à notre relation professionnelle avec lui. C'est pas si simple en fait que ça, parce que je vais aller très vite, étant donné qu'il y a un article beaucoup plus complet sur le site et que si ça vous intéresse, je vous invite à aller le lire. Mais voilà en fait pourquoi moi ce licenciement pose des questions. Parce que en fait, les tweets de James Gunn écrits entre 2009 et 2012 sont déjà connus. Parce qu'en 2012, la GLAAD, donc la Gay Lesbian Alliance Against Defamation, donc c'est genre la ligue LGBTQ américaine, avait signalé des articles de son blog faisant de l'humour sur Batwoman. Et le site Marissou, qui est un site geek féministe, que si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller visiter, qui est assez cool, avait également mis en avant un article qu'il avait fait, à savoir les 5 personnages de comics, enfin les 50 super-héros avec qui vous voulez cocher. Tout le monde en prenait pour son sur son grade, les hommes, les femmes, les noirs, les enfants aussi, parce qu'il y avait une blague sur X23 en disant une fois que vous aurez violé ou eu une relation sexuelle avec une relation fictive avec un personnage fictif, une police fictive viendra vous mettre dans une prison réelle parce que vous êtes un pédophile réel. Donc ces blagues, en fait, ces natures de blagues, et je répète, je trouve pas ça drôle, ont existé, ont été montrées en 2012 et ont été montrées en genre vers septembre-octobre. Donc ça avait été dévoilé. James Gunn s'était excusé en disant « J'ai voulu faire de l'humour, donc satirique et drôle. En relisant ses propos, je reconnais qu'en fait ce n'est pas du tout drôle et la tentative d'humour était juste ne représentait pas spécialement mes sentiments, mais surtout était là pour me faire connaître. » En fait, James Gunn a avoué qu'il tentait d'être un troll pour se faire connaître à l'époque. Il s'est fait choper, il a présenté ses excuses, ça a semblé convenir à tout le monde, notamment à Disney, parce que après cette affaire-là, Disney a annoncé qu'il l'embauchait pour réaliser les Gardiens de la Galaxie. Donc, ça veut dire qu'en 2012, Disney savait que James Gunn avait eu cet humour il n'y a pas si longtemps que ça. Disney assume, Disney est tout courant, voilà. Tout va bien. Pourquoi maintenant en fait ça ressort? Et déjà c'est un peu bizarre que ça ressorte, et surtout il faut un petit peu se pencher sur qui Mike Cernovich. Vous le connaissez peut-être pas et vous avez de la chance, mais pour dresser le tableau, c'est un conspirationniste d'extrême droite sympathisant de Trump, et notamment pendant la dernière campagne électorale américaine, il était à l'origine du Pizzagate, qui était une fake news. Vous dites, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mange des pizzas? Pas du tout! Ça veut dire qu'en fait, il était dit que dans une pizzeria, il y avait un supposé réseau clandestin pédophile, et ça impliquait Hillary Clinton. Évidemment, très vite, ça a été dit que non, c'était une fake news et que c'était n'importe quoi. Mais les choses ont été assez graves. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé dans la pizzeria avec une arme à feu et qui a commencé... Enfin bref, c'était assez moche. Et donc Cernovich a accompagné sa découverte des tweets de James Gunn. Donc je répète, les tweets ont été écrits entre 2009 et 2012 comme une victoire contre le réseau pédophile qui sévit à Hollywood et dont James Gunn est membre. Il faut savoir aussi que Trump déteste Hollywood, que Gunn est anti-Trump, et que Cernovich, il aime beaucoup les pédophiles parce qu'il a essayé aussi de faire tomber un autre acteur de Hollywood aussi pour être membre d'un réseau pédophile, mais bon, ça n'avait pas trop pris. On va continuer un petit peu sur Mike Cernovich. Il aime pas les femmes qu'il traite de basic bitch, évidemment il déteste les féministes et il se considère comme un alpha male. James Gunn s'est exprimé à la suite de son licenciement et il a dit « Peu importe le temps qui s'est écoulé, je comprends et j'accepte les décisions prises aujourd'hui. Même après tant d'années, j'assume l'entière responsabilité de la façon dont je me conduisais à l'époque. Tout ce que je peux faire maintenant, au-delà d'offrir mes sincères regrets
c'est d'être le meilleur être humain que je puisse être, accepter, comprendre, m'engager à l'égalité et réfléchir beaucoup plus sérieusement à mes déclarations publiques et à mes obligations à l'égard de notre discours public. À tous ceux qui travaillent dans mon industrie et au-delà, je présente encore une fois mes sincères excuses. Donc, moi j'ai 2 questions. La première, c'est pourquoi Disney avait embauché James Gunn en 2012 ? Pourquoi il le vire en 2018 pour des faits de 2012 ? Donc ça veut dire que quand même, après ses excuses, il a changé. Il n'a pas refait de blagues entre 2012 et 2018, donc pourquoi le virer sur des faits qui étaient déjà connus et qui ne l'avaient pas empêché à l'époque de l'embaucher ? Et pourquoi donner plus de poids aux articles de Mike Cernovich, donc, qui, je répète, est d'extrême droite et bref, est un facho con, plutôt qu'à la GLAAD, qui, elle, a une vraie vocation de arrêter la discrimination faite envers les personnes LGBT et bref, toute la discrimination. Voilà. Et comme vous vous en doutez, son licenciement a un impact sur le MCU, mais on en parlera plus tard, notamment dans la partie des questions, parce que ça fait partie de vos questions. Voilà, on a fini les news. J'ai juste un petit message personnel à passer. Si vous connaissez une personne... Oyez. Damoiseau. Votre attention est requise. Tu veux la Paula faire ? va parler. Non. Non, c'est bon, tu me laisses. Je recherche une collaboratrice pour co-animer le podcast Corpstall, donc qui est un podcast dédié aux comics Marvel. Ça serait aussi un podcast mensuel, donc qui existe déjà, mais j'aimerais vraiment le relancer et le rendre plus régulier. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être intéressé et qui correspond juste au profil, faites-moi signe. Envoyez un message. So, how long have you been Ant-Man again? Not long. It just sort of happened. I wish I could fight bad guys like you. I seem to mess it up almost every time. Maybe you just need someone watching your back. You go low, I'll go high. I have wings. Why would I go low? Et voilà, maintenant on passe au gros sujet de ce MCU Talk numéro 21, à savoir Ant-Man and the Wasp, qu'on a vu le jour de sa sortie, donc il y a une semaine. Ou Ant-Man et la guêpe, pour la version française, Ouais. avec un titre pas du tout logique. Avec un titre pas du tout logique, Voilà. mais c'est pas que propre à la France. En Espagne, ils ont fait pareil. Ils ont traduit guêpe en espagnol, et je crois qu'en Italie aussi ils ont Du fait coup, ça. ça donne quoi en espagnol? Ant-Man, il a avispa. Il a avispa. La avispa. Donc voilà. Donc Ant-Man and the Wasp, parce qu'on va garder la logique de toute façon. Allez, rapidement, moi j'ai trouvé ça très très cool, aussi bien que le premier. Et du coup, ça m'a aidé à me remettre de ma dépression post-Avengers Infinity War. Ouais, moi je l'ai adoré. Ma première question c'est, est-ce que je l'ai pas préféré au premier? Parce ils reprennent les codes, le même humour, l'autodérision de Ant-Man. On est sur exactement les mêmes codes. Et pour autant, ils essayent un peu de responsabiliser les personnages, les rendre un peu plus sérieux, sans que ce soit trop sérieux. Je trouve qu'ils ont trouvé un bon équilibre. Et moi, vu que j'y allais pas pour trouver des réponses à ce qui s'est passé dans Infinity War, ça m'a plu. J'y allais juste pour du divertissement et ça a fait le job en fait. Donc, limite, tu l'as plus préféré au premier. Je pense. Après, est-ce que c'est pas aussi parce que je suis plus familière de l'univers et que j'ai pas passé la moitié du film à pas comprendre pourquoi les gens rigolaient C'est à vrai. cause de références? J'ai reconnu des références, mais du coup, Yes. voilà. C'est bon, maintenant je peux faire des blagues sur le MCU que t'arrives à Oui, repérer. je reconnais Nick Fury, je sais qui il est. Juste pour le contexte, si tout le monde ne l'a peut-être pas, Emily n'avait jamais vu de film de Marvel Studios avant de voir Ant-Man avec moi. Ouais, en avant-première, Ouais, donc ouais. avec des fans qui s'excitent à toutes les 2 phrases et je comprenais pas pourquoi. Voilà. Et après, t'as pas particulièrement tout regardé tous les films et t'as fait par contre le marathon bien comme il faut dans l'ordre pour Avengers Infinity War. Donc ça y est, maintenant tu as quasiment le même bagage que Basile Oui, et moi. oui. Donc c'est cool. Non, moi je dirais pas que j'ai mieux préféré que le premier et que le premier est mieux, c'est juste que le premier, j'avais été beaucoup plus surprise. Parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre en voyant le premier. Et j'étais là, je fais waouh, ils font de l'humour, mais genre vraiment beaucoup tout le temps. Il y a pas beaucoup d'enjeux. C'était quelque chose auquel je m'attendais en fait à avoir le 2, donc il y a moins cet effet de grosse surprise, je ne sais pas où est-ce que je mets les pieds. Même si
Comme tu l'as dit, ils se responsabilisent plus et il y a un vrai changement aussi de personnage à mettre en avant. Parce que certes, le film s'appelle Ant-Man and the Wasp, mais en vrai, le film devrait s'appeler The Wasp et Ant-Man. Et voilà. Les personnages forts du film, c'est des femmes, que ce soit Ghost, que ce soit The Wasp, et en plus, l'intrigue principale du film, pour moi ça sera un bémol, mais on en parlera plus tard, l'intrigue principale du film, elle tourne quand même autour d'une femme qu'il faut aller récupérer dans le monde quantique. Ouais, en fait, il y a même trois intrigues. Il y a une femme qu'il faut aller récupérer dans le monde quantique, donc on parle là de Janet Van Dyne. Il y a une femme à combattre parce qu'elle nous empêche d'aller récupérer une femme dans le monde quantique, et là on parle de Ghost, et une femme qu'il ne faut pas décevoir et dont il faut pas se couper, et en fait là je parle de Casey pour Scott Lang. Donc on a toujours dit que les Gardiens de la Galaxie étaient vraiment une famille, et que c'était qu'il y avait le vrai thème familial, notamment dans le 2, et c'est vrai. On sent que c'est une vraie famille, c'est pas comme un groupe comme les Avengers. Mais là, on va dire qu'on revient en fait dans une narration de famille plus traditionnelle, parce qu'il y a un lien de parenté, et que le lien de parenté est plus fort que tout. Et on le voit bien en plus. Scott Lang est introduit parce qu'il parle avec Cassie. Donc on voit sa relation avec sa fille, comment il arrive à tenir les 2 ans de mise à domiciliation obligatoire, et donc comment il s'occupe de sa fille parce qu'il veut toujours continuer à être un père. Et j'ai trouvé cette scène d'introduction de Cass, mais genre juste géniale. Elle est parfaite. Rien que le scan rétinien où t'as la grosse assiette en carton. On veut tout ça. Moi je me suis dit, mais je veux retourner en enfance et je veux la même chose. C'est ça, où t'as envie d'avoir des enfants et de faire la même chose avec tes enfants. Enfin, tu te dis, mais pourquoi t'y as pas pensé avant, quoi, ça. Ouais. Donc voilà, et du côté de Hope, on la voit tout de suite avec Hank à réfléchir à comment aller sauver Janet. Donc c'est assez cool. Il y a que Ghost qui est à part, mais en fait, tout de suite, son bagage est très vite introduit par rapport à son père. Du coup, son père, c'est un easter egg. Parce que Elia Starr est appelé, je sais pas comment ça se dit en anglais, mais en français c'est tête d'œuf, c'est pour ça qu'il est chauve, entre autres, voilà. C'est juste un easter egg pour que les lecteurs de comics repèrent. C'est pas très très grave celui-là, mais... Donc voilà, en fait là il y a vraiment un gros côté famille qui est assez important, et c'est le truc central du film. Et donc l'humour sert un peu à détendre un peu l'atmosphère, parce que souvent quand on parle de famille, ça peut très vite être dramatique. Mais du coup, l'intrigue, même s'il y a 3 intrigues, l'intrigue est un peu pauvre quand même. C'est un peu facile, c'est mal expliqué, et il n'y a pas vraiment de rebondissement. C'est des gens qui se courent après pendant tout le film. Après, ça fait le job, c'est très bien, mais ça peut décevoir. Ça peut décevoir, et puis tu te dis aussi, la méchante, finalement, elle est pas si méchante que ça. Non. Et c'est limite le premier film où il n'y a pas de méchant. Parce que certes, elle est présentée comme déterminée et comme plutôt redoutable et prête à se battre, à même kidnapper Casey. À un moment, c'est ce qu'elle dit avant que Foster lui dise non. Mais même là, en fait, dans ces cas-là, t'arrives en plus à comprendre, t'arrives de nouveau à te mettre à sa place. Et finalement, comme Thanos ou comme Killmonger pour Black Panther, tu comprends les motivations. En fait, tu comprends les motivations et tu as du mal à lui en vouloir. Ouais. Après, tu te dis toujours, il y a d'autres manières de faire, mais tu comprends, et finalement aussi les héros comprennent. Enfin, dans le cas de Thanos, les héros ne sont pas là pour comprendre la motivation de Thanos, même si y a un peu cette conversation entre Vision et Captain America, mais bon, on va pas revenir. Mais en tout cas, on a vu que Killmonger avait fait évoluer Black Panther, et là, ils veulent pas ils veulent pas la combattre, ils veulent pas la faire mourir. Et en plus de ça, Ghost tout de suite ne dit pas je veux conquérir le monde, je veux me venger du Shield, dit juste je veux juste redevenir normal. Oui, elle est même pas méchante parce qu'elle cherche pas forcément à les blesser, à part Scott, parce qu'elle cherche l'information qu'il a dans sa tête, et pour avoir l'information, elle va même pas aller toucher un cheveu de sa fille. Parce que Foster est là pour l'empêcher, et le fait qu'elle écoute Foster prouve aussi qu'elle a besoin, enfin, elle a un modèle parental qui l'aide. Donc voilà. Après,
Moi, j'ai une frustration. Je trouve un peu facile la fin sur tout le monde quantique, où ils partent du principe que de toute façon, les gens, ils vont rien y comprendre, donc on fait ce qu'on veut, et on le justifie parce que c'est quantique, donc c'est compliqué. Oui, mais Moi, je me suis posé 1000 questions, je demandais pas forcément qu'on me les explique avec des algorithmes ou quoi, mais on sent que c'est un peu facile de se dire, de toute façon, on est dans de la fiction, on raconte ce qu'on veut, et elle, on la retrouve, on sait pas comment elle a survécu 30 ans dans ce monde-là, d'où viennent ses vêtements, d'où viennent ses accessoires, comment elle revient, qu'est-ce que c'est ses pouvoirs. Qu'est-ce qu'elle a mangé, pourquoi il vieillit pareil que Michael Douglas. Alors qu'avant, il précise que le temps se passe différemment dans le monde quantique, alors que... Comment elle sait qu'elle a vécu 30 ans? Il y a ça aussi, parce qu'en effet, dans le 1, Hank Pym dit bien ce qui peut te sembler 5 secondes chez nous, c'est 3 semaines là-bas. C'est ça. J'ai trouvé, et c'est pour ça que l'intrigue est un peu grosse, parce qu'au final, on court après une personne pendant 2 heures, et puis on la voit un quart d'heure, on n'a pas de réponse à toutes nos questions, et hop, la fin. Et finalement, qu'elle soit dans un monde quantique ou juste dans un autre pays, ça reviendra au même. Oui, exactement. À peu de choses près, genre elle est perdue dans la forêt amazonienne, ça reviendrait exactement au même. Et c'est marrant, comme tu le dis, ils expliquent rien sur le monde quantique. Alors que c'est hyper intéressant. Et qu'on est tous là comme des débiles en disant... Oui, mais par rapport à l'autre, là, vous savez, le film avec le grand mec violet... Oui. En plus, on comprend que c'est... Enfin, là, on le sait, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, on sait que le monde quantique est déterminant pour la suite. Donc, ils auraient pu le creuser un petit peu plus pour raccrocher un peu plus facilement Ant-Man à Infinity War et à ce qui va se passer après. Et pas juste avec la dernière scène post-générique. Oui, parce que là, il y a un petit côté, Ant-Man, il sert à dire qu'il y a un monde quantique qui existe et le truc sera développé dans un autre film. Sauf que ça fait quand même 2 films qui expliquent qu'il y a un monde quantique. Oui, là, on l'explore vraiment, c'est pas juste un passage, ça tourne autour de ça. Et il y a ce côté aussi où, du coup, c'est un peu facile, parce qu'on arrive, on a loupé 2 ans, on arrive, il est déjà à la fin de son incarcération chez lui, si on peut dire, mais où, du coup, en fait, l'intrigue, c'est même pas sur comment ils vont réussir à aller dans le monde quantique. On arrive, ils ont déjà réussi à construire le portail. Enfin, moi, c'est cette ellipse-là où je me dis, c'est facile. En fait, ils se prennent pas la tête sur des trucs techniques. Ils ont dit, on a construit un portail, on sait comment ça se passe et on vous le dira pas et elle est vivante. Et en plus de ça, ils arrivent à créer un grand portail et puis, genre, très vite après, ils arrivent à créer un tout petit portail dans le camion. Dans un van. Ouais, c'est clair. Et puis, à un moment, ça m'a fait rire, il y a Scott Lang qui, évidemment, lui, il est là pour nous représenter, nous. De vraiment, on comprend rien à ce qui se passe et ils disent des mots compliqués et machin. Et à un moment, il lui dit, mais pourquoi tout est quantique avec vous? Et c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'ils ont dit, bon, alors, les grosses têtes, donc Foster, Pym et, Hank et Hope, ils vont dire quantique genre toutes les 3 secondes. Voilà. Et les scénaristes, ils se posaient une question, la réponse c'était c'est quantique. Et démerdez-vous pour savoir ce que c'est. Même Birch qui est donc du coup finalement le vrai méchant du truc, qui sert à rien. Mais c'est ça qui est drôle finalement parce que c'est un méchant mais genre tellement nul. C'est pas genre il est méchant nul comme Yellow Jacket dans le 1, c'est juste tu sais d'avance qu'il est nul, il y a rien qui va avec lui, même son truc de mon restaurant s'appelle Immersive ou oui, non il s'appelle Oui je crois. Donc, tu sens d'avance qu'il y a rien qui va, mais il a quand même un sacré réseau pour fournir des pièces machin. Il sait quand même ce qu'il est en train de faire Hope. Il veut quand même le voler, mais on sait pas pourquoi faire et quel est l'apport ou quelle est la militarisation de ça, parce qu'à mon avis, de toute façon, quand t'es un homme d'affaires un peu véreux, c'est forcément pour en faire des uns. Enfin bref. Il sert à rien, à part à imposer les scènes d'action, et finalement, qui étaient cool. Et là aussi, de toute façon, que t'as dit, la science n'allait pas être juste et n'allait pas être respectée, mais rien que le rétrécissement et l'agrandissement n'est pas respecté. Moi, faut m'expliquer comment. Un labo qui doit coûter des millions, voire des milliards de dollars à faire avec tous les composants et tout, quand ils le rétrécissent, ils le balancent dans tous les sens, à l'intérieur, rien n'a bougé. Ils ont tout fixé avec des petits boulons. Il y a l'électricité, j'ai pas rien que ça. Il est autosuffisant. Dans Seattle, il y a des endroits partout pour faire grandir ce bâtiment, parce qu'il était quand même à son premier emplacement. Après, il a été dans la forêt. Dans une forêt, comment il y a dans aucune forêt nulle part, il y a un endroit vide comme ça. Ils sont pas amusés à abattre des arbres avant. Voilà. Et il y a
Et il y a après dans le lotissement un peu abandonné où ils le refont. Et après, il y a sur le port. Alors, il y a deux choses avec ce bâtiment. Ce bâtiment est merveilleux. Entre que tu peux le faire grandir où tu veux. C'est pratique. Il a des roulettes et une petite poignée comme n'importe quelle valise. Donc c'était un truc qu'on avait déjà dit au moment du trailer. Donc ça veut dire qu'il a été construit avec les roulettes et avec la poignée. Donc va construire en fait les roulettes et la poignée. Mais est-ce qu'ils l'ont pas construit en petit et après ils l'agrandissent. Ils l'agrandissent et ils l'ont équipé une fois qu'il était grand. Voilà. Et quand je me souviendrai vraiment toujours de cette scène, quand Louis est sur le port, le bâtiment est tout petit, donc il doit être à une dizaine de mètres du bâtiment petit. Le bâtiment grandit, il n'écrase pas Louis, et Louis est toujours à 10 mètres du mur du bâtiment. Hein, voilà. Ouais. Est-ce qu'il grandit depuis son centre ou est-ce qu'il a grandi depuis Non, il grandit vraiment depuis son centre parce que je crois que dans l'un des trailers ou dans l'une des pubs télé, on revoit bien, il grandit vraiment du centre. Et même de toute façon, quand il rétrécit, tu vois bien que la première fois où il rétrécit, où justement on voit avec les roulettes et la poignée, que Hank Pym est obligé de se déplacer et d'y aller parce qu'il est au centre. Il n'est pas sur la façade. Non, mais en tout cas, j'aime bien, parce qu'ils ont dit, on va juste montrer des trucs grandir et se rétrécir, on va arrêter d'expliquer finalement ce qui n'est pas explicable, parce que ça veut dire qu'il faudrait raisonner, donc essayer de trouver une machin. De toute façon, dire de toute manière qu'un rétrécissement, et on arrive à être plus petit que des atomes, alors que les corps humains sont une composition d'atomes, normal. Je suis pas scientifique, mais il paraît que c'est pas possible. Donc vas-y, en fait on va vous dire des trucs, vous allez le prendre pour argent comptant, ça me va. De ça, c'est pas le souci. Si on joue leur jeu... Voilà, ok, tout est possible, vous nous dites un truc, on va y croire. Il y a juste, on aurait en effet voulu avoir plus d'infos pour le monde quantique. Mais, peut-être qu'on n'en sait pas plus, pour deux raisons. En effet, même si le film se passe vraiment Avengers Infinity War, donc c'est normal qu'il n'y ait pas d'implication avec Avengers Infinity War, mais on va en reparler après, il sort quand même après, et il sort en fait vraiment pour remettre tout le monde de la dépression post-Thanos. Et je pense que là-dessus, Marvel Studios avait très bien géré quelles allaient être les réactions, comment les gens allaient vivre et comment ils allaient expérimenter. Et là, on se retrouve quand même donc, avec un film qui est là pour nous détendre. De toute façon, quand ils ont fait la promo, Evangeline Lilly et Paul Rudd, ils ont très bien dit, on est un film d'été, on est la glace, on est là pour détendre tout le monde, on est là pour faire des blagues, et on est là pour vous faire oublier Thanos. De ce point de vue-là, c'est quand même très bien réussi. Donc, peut-être ne pas montrer énormément de monde quantique, ça aurait pu en fait enlever du temps à du divertissement. Et peut-être que ne rien montrer vraiment trop concret du monde quantique, c'est pour éviter peut-être de faire trop de théories. C'était aussi, on a appris que en effet, les fans vont faire des théories sur la moindre chose. On sait que le monde quantique va être très important pour Avengers 4. C'est pas Tom Holland avec sa citation, sa déclaration qui est machin. Et aussi, il avait été dit que le pouvoir de Captain Marvel serait très lié au monde quantique. Donc peut-être finalement, en montrer le moins possible, en dire le moins possible, c'est éviter de théoriser et peut-être de trouver la bonne solution. Donc voilà, je sais pas. Mais pourtant, il y a des théories à faire. Dans tous les cas, il y a des théories à faire, mais parce qu'on n'a rien d'autre à faire de notre temps, à part faire des théories, on va pas se mentir. Donc voilà. Donc moi, le seul bémol, ça serait ça. Je voudrais quand même qu'on parle, et qu'on reconnaisse, et qu'on déclare notre amour à Wasp. Oui, la vache. Parce que certes, Captain Marvel va être officiellement le premier film centré sur une super-héroïne et dont le nom est dans le titre, mais finalement cet changement de direction chez Marvel Studios a commencé avec Ant-Man and the Wasp, et je trouve ça vraiment très très bien. Et je trouve, c'est vrai que quand on avait vu Ant-Man et qu'on savait que Hope Van Dyne avait les possibilités d'être Wasp, qu'il y avait cette scène post-générique qui nous disait ils étaient quand même pas obligés d'appeler le film Ant-Man and the Wasp. Ils auraient pu appeler Ant-Man et le monde quantique par exemple, mais ils ont vraiment pris la décision. Et Ant-Man passe vraiment à la trappe, étant donné qu'il est assigné à domicile, qu'il veut pas retourner en prison parce qu'il veut pas perdre Casey, et même c'est Casey en fait qui le repousse à redevenir Ant-Man et à faire équipe avec Wasp parce qu'elle a confiance en Wasp, et Wasp tient le film. Oui, et lui il est toujours un peu dans son rôle de boulet, qui fait des gaffes, qui fait capoter les plans. Ils ont pas cherché à le mettre encore plus en avant pour essayer d'équilibrer, non.
En fait, parfait. l'erreur de casting le concernant, c'est qu'il aille à Berlin. C'est ça. C'est ça l'erreur de C'est ça, casting. clairement. Il avait aucune valeur ajoutée dans l'équipe de Captain America. Ouais. Il servait à rien. À part, moi ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que pour le coup, dans le premier, ils ont vachement exploité quand il est petit. Et que là, du coup, ce qui a amené Captain America Civil War, le fait qu'il puisse aussi grandir, ils l'ont hyper bien exploité, que ce soit lui quand il grandit, ou que ce soit justement le fait de s'amuser sur des petites voitures qui deviennent grandes et qui du coup shootent les autres pendant... C'est Ouais, génial, c'est- les courses-poursuites, elles sont géniales à regarder, c'est parfait, Ouais. c'est parfait, c'est très bien exploité. En fait, c'est un divertissement et il faut pas... Si on y va pour avoir des réponses aux questions sur ce qui s'est passé dans Infinity War, c'est mort. Pourquoi on le voit pas dans Infinity War? Ouais. Et là encore, c'est faux parce qu'on a la réponse de pourquoi on le voit pas dans Infinity War. Oui, ils le disent, Le film se passe avant. c'est Ouais. ça. Ouais. Oui, mais pourquoi il a pas su, il a bien vu Mais en fait, la scène post-générique, où on voit, donc attention spoiler, on va y aller, la scène post-générique où il rentre dans le van, il rentre dans le monde quantique, et il y a et Hope, et Hank, et Janet qui disparaissent, se passe en même temps que la scène post-générique de Nick Fury et Maria Hill dans leur voiture à New York. Où eux-mêmes sont pas au courant de ce Et qui se passe. eux-mêmes savent qu'il se passe un truc, mais Oui. ils ne savent pas quoi, ils ne comprennent pas quoi. Et pourtant, ils sont à New York, donc ça veut dire qu'ils ont vu Ebonimo arriver à New York, donc se battre contre Strange. Ils ont vu Tony Stark, enfin Iron Man, monter dans un vaisseau et très certainement se barrer. Ils n'ont pas plus réagi. Ils sont là en train de dire on a les mêmes signatures énergétiques au Wakanda qu'à New York, voire pire. Et eux, ils sont là pour ça. Ant-Man, il est déjà pas là pour ça, on l'a pas appelé, il sait pas, il a un autre chat à fouetter qui est savoir comment aider Ghost. Il a deux chats à fouetter, il a Wasp et il a sa fille, Voilà. il est partagé entre les deux. Et en plus de ça, il faut pas oublier que la famille Pym et Van Dyne détestent le Shield et détestent Tony Stark. Et que tout se passe en 2 jours. Que tout se passe en 2 jours, donc très clairement, eux, ils sont là à Ouais. dire il y a une merde, les Avengers sont là pour s'en occuper, non, on va pas y aller, parce que Ouais. ils se sont fâchés avec Scott pendant 2 ans, parce qu'il a été à Berlin. Oui. Et qu'ils voulaient s'assurer que le costume d'Ant-Man ne soit pas repris ni par le Shield, ni par Iron Man. Il y avait aucune raison qu'il y aille, et c'est normal qu'il y soit pas, et il y avait aucune raison que le mec se décide en disant il se passe un truc à New York, on va y aller. C'était juste pas possible. Donc il faut arrêter de dire le film est pas cohérent avec Avengers Infinity War. Si, en fait, le film est ultra cohérent, c'est juste que on n'a pas ce qu'on voulait. Enfin, les gens n'ont pas ce qu'ils voulaient voir, mais C'est comme ça. pas mon problème. Voilà. Donc Wasp, c'était vachement bien. Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que on dit assez régulièrement dès qu'une femme finalement est forte et tout, on arrive tout de suite à dire elle est badass et tout. Finalement, ça veut rien dire. C'est pas parce que t'es une femme et machin que t'es... Quand t'as de l'importance, t'es badass. Je trouve qu'elle est juste normale. Elle est la fille de son père, elle est la fille de sa mère, et c'est juste une fille qui veut récupérer sa mère. Elle est déterminée, mais elle veut juste récupérer de sa mère. Donc en fait, elle agit comme tout le monde. On va essayer d'arrêter de dire qu'une femme est badass juste parce qu'elle crève l'écran. Elle crève l'écran, je trouve qu'aussi Evangeline Lilly joue très bien. Elle est parfaite. Elle l'a dit que sa préparation physique, elle a fait une sacrée préparation physique, comme un peu moins que Brie Larson, Brie Larson avait fait une sacrée préparation physique et j'ai hâte de la voir en action. Mais Evangeline Lilly l'a dit, la préparation physique l'a aidé, mettre le costume, ça l'a aidé à vraiment rentrer dans le personnage et à se rendre compte que elle pouvait gérer le film, elle pouvait gérer ses pouvoirs. En plus, elle a beaucoup plus de pouvoirs et comme le dit... Elle a des ailes. Elle a des ailes, elle a des blasts, elle peut tout faire, elle est merveilleuse. Evangeline Lilly, genre, elle est ultra convaincante dans ce film parce qu'elle a beaucoup plus de palettes, alors que dans le premier, elle était quand même ultra froide parce qu'elle détestait son père, et donc là, elle a beaucoup plus de choses à montrer. Et là où moi, Evangeline Lilly m'a vraiment bluffée, et c'est là où j'ai plus vu Evangeline Lilly que Hope, c'est quand Louis refait son discours, et à un moment, elle parle alors qu'elle est attachée, elle est mise sur la chaise, et tu vois en fait que tu vois pas Hope, tu vois Evangeline Lilly qui joue Louis, et elle sourit de la manière... Et ce passage-là, je fais ok, en fait, juste Evangeline Lilly est une très très bonne actrice. Ouais. Et rien que ça, et ça montre aussi que
Elle peut avoir beaucoup plus de sentiments, beaucoup plus d'expression. Et vraiment, ce passage-là où elle est là, où elle... C'est magique. Ce truc-là est vraiment magique. Et c'est bien qu'ils aient remis une narration de Lois. Ils étaient obligés, c'était vraiment son truc. Mais ils l'ont encore plus exploité parce que la fin... Il y a plus de personnages. En plus, il y a plus de personnages que nous, on connaît. Oui, parce que les autres, c'était des personnages qu'on connaissait pas trop. Mais c'est ce qui rend le truc hyper croustillant de voir The Wasp ou de voir Ant-Man avec leur accent. Et du coup, même imiter Louis, c'est magique. C'est ça, non, c'est du pain béni. C'est vraiment très très cool. Un autre point aussi dans lequel le film en fait se moque bien du MCU, c'est quand ils vont à l'université pour voir Foster et qu'ils ont les lunettes et surtout les casquettes et que Scott Lang dit mais on va nous reconnaître parce qu'il dit non c'est bon on nous reconnaît pas, non mais là à part avoir l'impression d'aller voir un match de baseball on va nous reconnaître. Et ce qui est assez marrant c'est que dans tous les autres films du MCU, dès qu'ils étaient en couverture ou qu'ils voulaient pas se faire repérer, ils portaient tous des casquettes. Sauf que c'était les seuls à porter des casquettes dans un environnement où personne portait des casquettes, donc évidemment ça attire, je trouve que ça attire l'attention. Oui. C'était assez marrant finalement de se foutre de la gueule d'un truc récurrent du MCU. Ce film est juste là pour se moquer de tout le monde. C'est ça. C'est un divertissement d'été, ils l'ont vendu comme ça, la promesse est tenue. La promesse est tenue et je vois pas ce qu'on peut reprocher d'autre. Après dire bah ouais mais passer après... En fait, ce film-là n'a pas à être comparé ni avec Black Panther ni avec Avengers Infinity War. Parce que si tu voulais un film plus intense et autres, de toute façon, c'était pas la promesse ni du premier. Pourquoi changer subitement de ton pour le second? Ils l'ont vendu comme ça, bah c'est pas comparable. Au pire, tu le compares avec Les Gardiens, tu le compares avec le premier, tu le compares aussi avec Thor Ragnarok si t'as envie. Mais ils avaient clairement dit, ça se passe avant Avengers Infinity War, on va pas vraiment machin, et on a Infinité. Donc, prenons-le pour ce qu'il est, il a beaucoup de qualités, il a des faiblesses comme on l'a dit, mais allons pas demander à un film un truc qu'il a jamais dit qu'il allait nous donner. Voilà. Oui. Donc, allez le voir, franchement, c'est le meilleur moyen de se marrer. Allez voir Wasp, parce que la révolution féministe est peut-être en marche, en croisant les doigts. Peut-être que ça arrivera. Voilà. De toute façon, c'est des trucs c'est notre avis, et c'est un avis que vous partagez, parce que, comme à chaque fois, on vous a demandé vos avis, notamment sur les personnages préférés, détestés, et l'avis du film. Tu fais les personnages détestés ? Oui. On a Sonny Birch, le personnage le plus détesté, avec 11 votes. 42% des votes. Et après, on a Ghost. On a Ghost avec 23% des votes. Mais voilà, mais en fait, parce que Ghost, elle est pas assez approfondie. Oui, il y aurait pu avoir. Il y a un potentiel de fond. Il y aurait pu avoir beaucoup plus à dire. Moi, j'ai pas su voter pour mon personnage préféré, mais pour mon personnage détesté. Mais en personnage préféré, j'ai mis Ghost. Parce que, moi déjà, je trouve son costume canon. J'ai l'impression de voir un personnage du désert. Je sais pas, il y a un truc qui se passe. J'adore les effets spéciaux qu'ils ont fait sur le fait ils sont magnifiques. Ils sont très beaux. Ouais, ils sont ouf. Et ce personnage m'a fasciné. Même l'actrice est incroyable. Elle est hyper charismatique. Quand elle te regarde, c'est glaçant. Enfin, je me dis, il y a tellement de choses à faire autour d'elle. Même s'ils l'ont pas beaucoup exploité, je l'adore. Et on sait de toute façon avec la scène post-générique, qui continue à la voir, qu'il se passe un truc avec elle, qu'elle rentre dans l'équipe, que c'est la fille adoptive, enfin il y a quelque chose quoi. Toi t'y crois. Bon, le film 3 ça sera en fait Wasp et Ghost. Ils l'ont aidé, ils l'ont guéri et ils en parlent, ils y retournent pour aller chercher de l'énergie pour elle. Elle aura plus de pouvoir et elle servira plus à rien parce que certes elle sait très bien se battre mais... Oui mais du coup je l'aimerais même si elle a pas de pouvoir. Elle est magnifique, elle est superbe. Par contre son costume, je me posais quand même la question parce qu'il n'y a pas des trous vraiment pour les yeux, il y a des espèces de lentilles on va dire mais qui pour moi sont vachement sur les côtés. Ouais. Je me demande comment elle fait pour peut-être voir. un écran à l'intérieur. Peut-être un écran, mais c'est clair, les effets spéciaux pour montrer qu'elle est phasée et qu'elle est sur différents plans. Ouais. En fait, ils sont super. C'est vachement bien fait. Ouais. C'est impressionnant. C'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Dans personnage préféré, mais en fait t'as été la seule à voter pour personnage préféré pour Ghost parce que oui. tu es seul vote. Je suis un vote, 3,57% des voix. Bravo Émilie. Mais la majorité à plus de 57% a voté pour Wasp. Ouais, mais elle crève l'écran. C'est logique. Ant-Man il est pas là pour faire quoi que ce soit. Non. Il est juste là pour nous représenter au milieu de tout ça en disant. Mais c'est bien que Marvel l'ait complètement assumé en fait et que ce soit ressenti comme ça en plus.
Il est trop bien ce film. Le jour où il y aura une scène Captain Marvel et Wasp. Voilà. Oui. Voilà. On perd Paula. Je vais réviser mes gestes qui sauvent. Mettre sur le côté. La PLS. Et on va finir sur l'avis général. Et là aussi, la majorité à 65% dit que c'était distrayant. Donc, vous êtes 17% à avoir dit que vous avez adoré, 10% à dire que vous l'avez déjà oublié, moins de 10% à dire qu'il est dans votre top 3. Finalement, ce sont des 2 votes, dont moi. D'accord. Ah ouais? Oui, dans le top 3. Tu mets quoi alors dans ton top 3? Je pense que je mets Infinity War quand même. Ok. Avant, il y aurait eu le premier Ant-Man, mais j'ai vraiment l'impression de m'être plus amusée devant celui-là. Donc, Ok. Et le troisième, je sais pas. Je sais pas encore. J'aime beaucoup Spider-Man, le dernier Spider-Man. Ah ouais? Putain, je pensais que t'aurais mis un gardien. En fait, j'ai été déçue par le deuxième, donc du coup, ça me fait moins apprécier le premier. Je sais pas, il y a quelque chose de... où j'ai... Oui, non. Ok. Mais en tout cas, même si vous avez dit que vous l'avez déjà oublié, c'est finalement pas négatif parce que personne n'a voté pour Rendez-moi les 2 heures de ma vie. Ce qui est bien en fait, ça prouve que bon bah ouais, j'ai passé un moment qui était pas désagréable, mais je m'en souviendrai pas. C'est ça. Mais c'est pire que je me suis vraiment fait chier pendant 2 heures, limite je me suis levée, j'avais envie de me lever et de me barrer. Donc voilà. Sur les scènes post-génériques, on va donc vite fait en reparler, même si on l'a déjà dit. Donc en effet, Ant-Man se retrouve seul dans le monde quantique. Il faut se rappeler que juste avant qu'il y aille, Janet Van Dyne lui a dit « Ne t'approche pas des portails temporaires ». C'est gentil de lui dire ça. C'est gentil de nous dire ça à nous aussi. Parce que du coup, ça confirme pas mal des théories qu'on avait fait, notamment sur il va y avoir des voyages dans le temps. Ou il va y avoir des voyages dans des réalités alternatives. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans MCU Talk 20, si je ne dis pas de bêtises, qui était nos théories pour Avengers 4. Ça vaudrait aussi peut-être dire qu'il va rencontrer Captain Marvel, qui elle est en train de passer par un portail temporaire dans le Quantum Realm pour arriver à notre époque. Et après il y a la fourmi. J'ai un peu vu sur Twitter des gens qui râlaient en disant pourquoi rester pour voir une fourmi jouer de la batterie pendant 9 minutes. C'était trop cool. Surtout que c'était une scène qu'on avait vue dans le trailer. Donc c'était assez drôle. Alors juste pour rappel, la dernière scène post-générique de Spider-Man Homecoming, c'est quand même Captain America qui est en train de filmer ses fameuses vidéos à destination de l'école en disant il y en a encore beaucoup, donc là aussi ça servait à rien. Ouais. Et à ça, moi j'ai beaucoup aimé une théorie en disant Ant-Man va être sauvé par les fourmis, et les fourmis vont le sortir du monde quantique. Je pense que ça n'arrivera pas, mais rien que pour ça, ça mérite quand même de rester jusqu'au bout, parce que c'est trop drôle, en fait, la scène est trop drôle, cette théorie est trop drôle. C'est extrêmement mignon en plus. C'est très mignon. Déjà, pourtant, on parle quand même d'une grosse fourmi. Hein, donc, d'insectes qu'on n'a pas trop envie d'avoir chez nous. Non. Mais d'ailleurs, je me demande ce qui est devenu la grande fourmi qu'on avait à la fin de Ant-Man, que Casey utilisait comme son animal de compagnie, parce que la dernière scène, elle lui donne à manger. C'est pas cette fourmi. Donc voilà, je me pose quand même des questions. J'ai aussi envie d'avoir une fille comme Casey. J'espère que mon... L'actrice est excellente aussi. L'actrice est excellente. Ouais. Voilà, on a quand même pas mal parlé de Ant-Man and the Wasp, mais bon, on a beaucoup aimé, donc c'est facile de passer du bon temps. Et on va encore parler d'Ant-Man and the Wasp. C'est vrai. Parce qu'on en parle dans la première question qui nous a été posée par JB, qui nous demande, vu la situation de Ant-Man à la fin du film, est-ce qu'on se dirige vers un Avengers 4 avec moult univers parallèles ? C'est possible. C'est tout à fait possible. Donc voilà, en fait, il y a peut-être 2 théories. Soit c'est un voyage dans le temps, soit c'est univers parallèle. Je pense que voyage dans le temps, ça serait quand même beaucoup plus facile à gérer et à expliquer que univers parallèle. Parce que peut-être univers parallèle, ça veut dire qu'il va y avoir tout un reboot où on va peut-être plus de... Donc tout est possible, mais là aussi, on se reporter au MCU Talk où on parle des théories pour Avengers 4. Le numéro 20. Le numéro 20. Ensuite, une question de Grégory qui nous dit Janet, première mutante du MCU. Alors, c'est vrai que son cas est quand même ultra particulier, comme tu l'as dit. Elle passe 30 ans, elle sait qu'elle passe 30 ans, elle vieillit normalement. Qu'est-ce qu'elle a mangé ? D'où lui vient sa nouvelle cape ? Son costume ressemble un peu à un costume des sables et pas du tout au costume qu'elle a quand elle part. Mutante, je sais pas, parce que normalement le MCU a pas le droit d'utiliser ce terme-là. Donc ils vont peut-être utiliser le terme mutation,
qui est un terme qui a été utilisé dans la série Runaways. Alors oui, là, je sais que je parle de série, mais c'est pour... je me souviens plus. Je sais que l'actrice s'appelle Alidra Costa. Merde. Mince, les prénoms. j'ai un trou. Molly Hayes. Pardon. Donc, qui dans les comics est une mutante. Donc là, ils l'ont pas présentée comme une mutante, mais ils disent quand même qu'il y a une mutation génétique suite à l'explosion. Donc peut-être que, en effet, Janet serait aussi la première à avoir une mutation génétique présentée dans le MCU. Même si on sait que Captain Marvel, normalement, devrait aussi avoir une mutation génétique suite à l'explosion qui lui donne ses pouvoirs avec Marvel. Donc ouais, donc c'est assez marrant de se dire qu'il y a peut-être des mutants, mais pas trop mutants, mais mutants quand même, enfin dans le MCU. Et on a enfin une question de Augmentin et Béro Billy, qui revient sur l'éviction de James Gunn de Gardien de la Galaxie, en se demandant quel impact l'éviction aura sur la phase 4, et qui pourra prendre la place de Gunn comme homme fort du MCU. Donc en effet, l'éviction de James Gunn pose plusieurs problèmes. Le premier, on va dire plus direct, c'est quoi faire de Gardiens de la Galaxie volume 3. Est-ce qu'ils ont le droit de reprendre le scénario? Et si oui, ils ont le droit de le reprendre, qui pour le réaliser? Parce que j'ai vu des gens dire est-ce que c'est... Enfin, ils invitaient à que ce soit Taika Waititi qui prenne le rôle. Est-ce que Taika Waititi a envie d'assumer ce truc-là? Ça va être quand même très dur, parce que je pense pas que James Gunn, malgré toute la pétition qui a plus de 134 000 votants maintenant, voire 200, je sais plus. 200, c'était plus de 200. C'était plus de 200, c'est ça. Rentrer dans les pas de James Gunn, ça va être très très compliqué. Et certes, il avait été dit, et je crois que je sais plus d'où ça vient, c'est peut-être sûrement aussi une déclaration de Feige conjointe qui n'avait pas été démentie, que la phase 4 du MCU serait beaucoup plus cosmique, et c'est James Gunn qui jusqu'à présent avait été en charge du ton cosmique du MCU, et donc il allait être beaucoup plus impliqué dans les films pour garantir une certaine unité cosmique. Donc tout ça est perdu. Et l'éviction de James Gunn ne va pas faire revoir le plan de la phase 4, parce que ça est censé être annoncé l'année prochaine après Avengers 4. Que certes, il n'y a qu'un seul film là qui est en tournage, mais tous les autres en fait sont en préparation, on n'est juste pas au courant et qu'ils arrivent à très bien cacher leur truc, mais c'est très compliqué, hein. Tu peux pas virer de la main au moins 2 ans de travail parce que... ça s'annonce délicat. Ça s'annonce délicat. Dans tous les cas, là, tout s'annonce délicat parce que Marvel et Disney, mais sous le nom de Marvel, ne peut pas prendre la parole, là. Non. Là, la moindre prise de parole de Marvel va être très compliquée et on va leur rappeler. Et j'ai peur, mais ça serait tout à fait logique. Normalement, la prochaine prise de parole, c'est pour le trailer de Captain Marvel. Il se peut qu'on reparle de ça alors que c'est pas le propos du film et ça serait tout à fait logique. Donc voilà. Donc ça va être très compliqué et le licenciement de James Gunn est très très lourd de conséquences pour Marvel et pas juste pour un film mais pour quasiment 10 ans de MCU. Voilà. T'as des choses à rajouter ? On a terminé. J'espère que vous êtes bien amusés à nous écouter, que vous allez passer de bonnes vacances parce que on prend officiellement vacances du MC Talk, il n'y en aura pas en août. Et on se retrouve en septembre, on se retrouve avec Basile. Oui. Qui nous a quand même un petit peu manqué. Oui, un petit peu quand même. Mais on s'en est très bien débrouillé sans lui. Oui. Voilà. Et c'est tout pour moi. Merci Émilie. Merci Paula. Merci à vous de nous avoir écoutés. Très bonnes vacances. Salut en septembre. Je pense que tu peux faire Doctor Strange et Black Widow. C'est beaucoup de noms. Ah, on va avoir mon accent. Yep. C'est pour ça ça sera toujours mieux que Basile. Oh, t'es vilaine. T'es vilaine.